Alfred George Ince, un nom qui a marqué l'histoire des prisons anglaises, un homme que l'on surnomme aujourd'hui encore le Houdini britannique pour son incroyable capacité à se soustraire à l'autorité. Mais avant de devenir le maître des évasions, Alfred était simplement un garçon comme un autre, plongé dans une vie pleine de défis. Un enfant qui n'a jamais vraiment connu la douceur d'un foyer stable, un enfant aussi ballotté très jeune par la vie et par la violence. Je vous emmène dans les ruelles sombres de Londres, à l'aube d'un siècle où tout était à construire, et notamment sa légende. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de Houdini Ince. Londres, début du XXe siècle. La ville est un lieu de contraste, où le faste des quartiers bourgeois côtoie la misère crasse des bas-fonds. On va dire qu'on balance encore les fonds de pot de chambre par la fenêtre de temps en temps. Alfred George Ince voit le jour en 1917 dans ce décor de contradictions sociales, dans cette ville de Londres en pleine expansion. Il naît dans une famille modeste, dans un quartier où la survie est un peu le mot d'ordre. En 1924, alors qu'il est encore petit, son père est condamné à mort pour vol à main armée et il est roué de coups de fouet. Il décède des suites de ses blessures. Sans mère pour prendre soin de lui, ne me demandez pas ce qui lui est arrivé à elle, je n'ai pas réussi à dénicher cette information, Alfred est envoyé dans un orphelinat. La vie dans ce genre de foyer est tout sauf douce. C'est un milieu dur où la discipline règne en maître et où les surveillants ne montrent que peu de patience, surtout à l'époque, envers les enfants. L'ambiance y est souvent austère, marquée par des punitions qu'il dira brutales, et ce pour le moindre écart de conduite. Alfred, qui n'a jamais vraiment connu l'amour parental, s'endurcit très très vite. Pas le choix, me direz-vous. Il apprend à se méfier de ceux qui représentent l'autorité et développe un esprit très indépendant. Même aussi jeune, il le sait déjà, il ne veut pas rester enfermé entre quatre murs. Dans son cœur germe alors un sentiment qui ne le quittera jamais, une méfiance instinctive, presque viscérale envers la loi et ceux qui la font appliquer. De cet orphelinat, il s'évade rapidement. À 7 ans, il vit donc tout seul dans cette grande ville, Londres, et il faut bien gagner sa vie. Je fais des guillemets avec mes mains parce qu'il n'y a pas 36 solutions pour un gamin qui doit survivre seul aussi jeune. Il se tourne donc tout naturellement vers le crime, et vers le vol en particulier. Pour bien comprendre cet homme et cette saison en général, je pense que c'est important aussi de replonger un peu dans le contexte historique de son époque. Dans ce premier épisode, on est entre 1917 et 1939, une période marquée par de profonds bouleversements socio-économiques et politiques. L'Angleterre sort tout juste de la Première Guerre mondiale et se retrouve, comme beaucoup de pays, affaiblie économiquement bien sûr, mais aussi émotionnellement. L'ambiance est morne et on tente de se reconstruire comme on peut. La société anglaise a été confrontée aux pertes humaines massives et aux traumatismes qui en découlent. Donc on reconstruit, certes, mais c'est également l'époque où s'enchaînent des crises économiques et sociales qui mettent des bâtons dans les roues de cette fameuse reconstruction. L'Angleterre peine à retrouver sa stabilité économique et l'entre-deux-guerres est marqué par des tensions sociales vraiment importantes. On peut comprendre. Après les sacrifices de la guerre, les Anglais aspirent à plus d'action sociale, plus de sérénité et à une certaine prospérité. En réponse aux diverses crises, dans les années 20, le gouvernement se lance dans des nouvelles politiques sociales, avec notamment quand même des avancées significatives pour les droits des travailleurs et des réformes visant à améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière dans son ensemble. La loi de 1918, qui étend le droit de vote aux femmes de plus de 30 ans et aux hommes de plus de 21 ans, marque également un changement social important, même si les inégalités restent encore très très importantes. Quelques années plus tard, le krach boursier de 1929 affecte bien entendu l'économie mondiale et l'Angleterre n'est pas épargnée. Enfin, si vous avez suivi vos cours d'histoire ou même juste la très bonne série The Crown, vous savez qu'un scandale frappe la famille royale.
En 1936, le roi Édouard VIII abdique en faveur de son frère et renonce au trône pour épouser Wallis Simpson. C'est une décision qui divise le pays, mais alimente tout de même les discussions sur la légitimité de la monarchie britannique et son rôle dans la société. À cette période, les citoyens anglais cherchent des repères dans un monde en mutation très rapide. On se rappelle qu'Hitler vient d'accéder au pouvoir, et certains, comme Alfred Ince, trouvent des moyens de se rebeller tout simplement contre un système qu'ils perçoivent comme injuste et surtout oppressif. Maintenant qu'on est plus au clair, vous et moi, sur le contexte, revenons à notre histoire. Dans les quartiers pauvres, où l'espoir est une denrée rare, les enfants comme Alfred n'ont pas d'autre choix que de se battre pour continuer d'exister. Bien vite, il apprend les codes de cet univers un poil malsain et passe souvent entre les mailles du filet. Là où certains tenteraient de se faire oublier, Alfred, lui, développe une certaine fascination pour le danger et la confrontation. Alfred, qui aurait pu grandir dans des institutions publiques, entouré d'autres enfants laissés pour compte, eux aussi sans repère et sans modèle, en décide donc autrement. Il se débrouille par lui-même, et on ne sait pas trop comment il arrive à s'en sortir. Peut-être quand même avec l'aide d'adultes bienveillants, qui sait. À l'âge de 10 ans, Alfred est déjà un petit stratège. Il observe, apprend, comprend les failles de ceux qui l'entourent. S'il n'a pas encore de compétences physiques ou techniques pour tromper les adultes, il a déjà une intuition aiguisée et un sens de l'observation hors du commun qui lui permettra de déjouer bien des obstacles plus tard dans sa vie. Pas la moitié d'un idiot, le Alfred, je vous le dis. Et ce sera d'ailleurs confirmé bien des années plus tard, mais je vous en reparlerai dans le dernier épisode. À force de fréquenter les mauvais quartiers, et sûrement d'observer les mauvaises personnes aussi, il commence à comprendre comment les escrocs s'y prennent pour vivre en marge de la société. Fasciné par ce qu'il voit, il commence à nourrir l'idée qu'il pourrait un jour, lui aussi, échapper aux règles qu'on tente de lui imposer. Rentrer dans le rang, s'instruire, s'insérer, travailler, etc. Les années passent et Alfred atteint tant bien que mal l'âge de l'adolescence. Plus que jamais, il ressent ce besoin de liberté. Alors que les autres jeunes de son âge apprennent un métier, s'orientent vers l'industrie, l'artisanat ou le commerce, Alfred prend un chemin bien différent. Il réalise rapidement que pour lui, il n'y aura pas de travail stable, ni de vie rangée. Ses premiers délits sont des petites escroqueries, des larcins mineurs dans des boutiques ou sur les marchés. Il vole de la nourriture, parfois des objets qu'il revend pour quelques sous. Mais jamais il ne vole par pure avidité. À chaque petit vol qu'il commet, Alfred affine sa technique. Il observe la réaction des commerçants, prend note de leurs habitudes et surtout développe son propre code moral. Car malgré son jeune âge et sa situation un peu désespérée, il refuse de se considérer comme un simple criminel. Il voit sûrement son parcours comme une lutte pour sa propre dignité. À 16 ans, Alfred est déjà recherché pour plusieurs petits délits. Il est rapide, habile et sait disparaître dans les ruelles sombres de Londres avant même que les autorités aient le temps de le localiser. C'est un avantage de connaître la ville par cœur. Il est arrêté pour la première fois pour un petit vol sans plus d'importance que les précédents et on l'envoie direct dans une maison de correction à prendre la vie. Là-bas, on est censé l'éduquer plus que le punir, c'est en tout cas ce dont se vante le gouvernement anglais, une maison de redressement taillée pour que les jeunes gens arrivent ensuite à s'insérer dans la bonne société londonienne. Sauf que ça, c'est ce qu'on lui vend. En réalité, c'est juste une prison pour jeunes délinquants où la violence règne à nouveau et le programme d'éducation des jeunes qui ont pris un mauvais chemin de vie prendra fin des décennies plus tard en Angleterre, en 1982. Cette première expérience de l'enfermement est une véritable révélation pour lui. Là, dans une cellule étroite et sombre, il prend une décision qui changera à jamais le cours de sa vie. Il jure qu'il ne laissera jamais plus personne décider de son sort. Il se promet qu'il ne se soumettra jamais aux règles qui le privent de sa liberté, même si pour ça, il doit se transformer en maître de l'évasion. Pendant son incarcération, Alfred observe attentivement son environnement. Chaque cliquetis de clés, chaque routine des gardiens, chaque détail du bâtiment devient une information cruciale. Son esprit, qui a toujours été vif et observateur, commence à concevoir des plans. Il étudie les failles de la prison comme il étudierait un manuel.
D'ailleurs, vous vous en doutez sûrement, Alfred s'en fiche qu'on le réinsère, pour ça il aurait fallu qu'il soit inséré de base. Il décide donc de s'enfuir et s'évade de cette prison pour jeunes dès qu'il en a l'occasion. Retrouvant les rues familières de Londres, il se lance dans des nouvelles activités un peu plus audacieuses et lucratives. Parfois des cambriolages et des escroqueries qui requièrent une planification minutieuse. Les années passent et Alfred Ince devient un homme en marge de la loi, mais en paix avec lui-même. Ça, c'était sans compter sur la Seconde Guerre mondiale qui éclate et mobilise les troupes. Alfred est jeune, encore en forme, et il n'a pas d'avenir. Qui vient alors le chercher ? L'armée, bien sûr. Quel meilleur recrue que ces gamins des rues en pleine force de l'âge pour aller servir de chair à canon contre Hitler et ses nazis. Sûrement parce qu'il est seul et sans aucun espoir, le gouvernement anglais lui propose de partir, tout frais payé, sur le continent européen, plus particulièrement en France, pour aller tuer des nazis. On a vu mieux comme vacances, mais Alfred accepte simplement pour mieux disparaître des radars. À peine enrôlé, il déserte sans scrupule et se fond dans la nature alors qu'il est mis en cause pour marché noir. On est en 1945. C'est ainsi que commence la légende d'Alfred George Ince, l'homme qui n'acceptera jamais d'être enfermé et qui fera de chaque cellule un simple obstacle sur son chemin. Une légende qui, avec le temps, prendra une ampleur nationale, fascinant le public et humiliant les autorités. Mais pour le comprendre pleinement, on va se retrouver en 1953 avec un Alfred Ince de 36 ans qui va commencer à se battre pour de bon contre la justice de son pays. Je vous donne rendez-vous dans le 2e épisode de cette saison 15 de Crimes oubliés, consacré à l'affaire Houdini-Ince. Vous avez aimé cette histoire ? Poursuivez-la dans La Grande Illusion, la nouvelle enquête de Detective Box. Un colis mystérieux vous plonge dans le Paris de 1947, dans une enquête vieille de plus de 70 ans. En son cœur, un magicien accusé de meurtre qui s'évapore dans la nature suite à une évasion spectaculaire. Et parce que cette saison est en collaboration avec Detective Box, profitez de 10% magique sur le site detectivebox.com avec le code CrimesOubliés10. Je vous glisse le lien directement dans les notes de cet épisode. Un conseil, ne laissez pas cette opportunité vous échapper.